Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du village d'Amona, qui a été construit il y a une vingtaine d'années à l'aide du gouvernement israélien. Il a été construit sur une colline désertique de Judée. La Judée qui est le berceau du peuple juif, mais que la communauté internationale appelle les territoires occupés ou les territoires palestiniens. Donc ce village, le gouvernement israélien, il y a installé à l'époque l'eau, l'électricité, le gaz, il a construit des jardins d'enfants et on arrive maintenant à 40 familles et 200 enfants. Voilà. Donc, l'acte zéro de cette histoire, c'est l'ONG israélienne Yesh Din qui porte plainte au nom de certaines personnes, de certains individus, comme quoi ce village avait été construit ou a été construit sur une terre privée palestinienne. D'accord ? Donc, l'officier en fait du cadastre de l'administration civile confirme la version de Yesh Din et déclare que Amona a été construite sur une terre privée, plus précisément un terrain qui avait été enregistré par le gouvernement jordanien au nom de clans et de chers. Je vous rappelle qu'en 1950, le gouvernement jordanien a annexé illégalement ces territoires, ça a été condamné par la communauté internationale, et il a distribué comme ça à l'époque des terrains qu'il a donnés, qu'il a enregistrés au nom d'individus, de clans, de chers, peu importe. Alors Amona réplique en disant que cette annexion était illégale au regard de la communauté internationale, et donc les agissements du gouvernement jordanien ne peuvent pas être pris comme argument juridique, c'est pas valide. En plus, le village s'étonne de ne pas voir vraiment de signe de propriété, de possession de terre, vu qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas eu d'activité agricole sur cette terre. En tout état de cause, la Cour suprême confirme la déclaration de l'officier de l'administration civile, l'officier du cadastre, et décide qu'Amona doit être démantelée en raison du fait qu'elle a été construite sur une terre privée palestinienne. À ce stade, on n'a toujours pas de signe de vie, on ne voit pas, on n'a pas les plaignants. Ce qui est très étrange parce que on vit dans une période, vous savez, si une famille palestinienne se plaint de ne pas avoir le Wi-Fi, vous pouvez être sûr que Le Monde ou Libération vont faire leur une sur la politique discriminatoire d'Israël. C'est comme l'ONU. L'ONU fera une résolution immédiate, la résolution 2336, 2337, peu importe, sur la politique discriminatoire sur les nouvelles technologies d'Israël. Donc, on les voit pas, ces plaignants. Bizarre. Alors, le tournant de mon histoire, c'est Yesh Din qui est un peu enivrée par son succès et qui décide d'aller plus loin. Et elle porte plainte contre l'État d'Israël pour réclamer des compensations financières pour toutes les années où les plaignants n'ont pas eu accès à leur terre, n'ont pas pu cultiver leur terre. Jusqu'ici, vous me suivez. Ça atterrit chez une juge, la juge Shirley Renner de la Jerusalem Magistrate Court, qui est donc le tribunal spécialisé dans ce genre d'affaires. Et là, du coup, c'est plus la Cour suprême, c'est un tribunal, et donc les faits vont ressortir. On fait une investigation, si vous voulez. On se rend compte déjà que sur les 9 plaignants, il y en a 7 qui ont des terrains complètement à l'extérieur d'Amona, premièrement. Et deuxièmement, c'est que les 2 pétitionnaires restants, Myriam Hassan et Ibrahim Khalil, revendiquent la possession de terres qui représentent 0,4% du village d'Amona. Plus précisément, leur terre représente 2 dunams sur les 500 dunams du village. Le dunam, c'est une unité de mesure de terre qui date de l'Empire ottoman, qui correspond à peu près à 900 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est pour les faits. D'accord ? Je vous passe la fin de l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, la Cour suprême a fait des allers-retours, mais elle a confirmé la version le souhait de Yesh Din, à savoir que le village d'Amona doit être démantelé. Je crois que ça doit arriver en février. Voilà. Et on se rend compte que, en fait, le procureur de l'État et la Cour suprême, ont pas fait de distinction entre les lopins de terre qui représentaient 0,4% et qui auraient dû être donnés à Ibrahim et à Myriam, mais qu'il a considéré tous les lopins de terre de Amona, toute la terre, comme privée. Donc, il a fait un choix politique, si vous voulez. C'est un choix politique, c'est pas un choix juridique. Il aurait pu dire à Myriam et à Ibrahim, ok, on vous donne des lopins de terre de dunam, même plus. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un premier jugement où ils leur ont donné 60 dunams au lieu de 2 dunams, mais les dunams, les terrains sur lesquels habitaient certains habitants de Amona, ils vont être relogés à l'intérieur d'Amona, mais Amona reste, on peut trouver une solution. Ce qui ne lasse pas de surprendre, parce que, en fait, quand vous y réfléchissez, c'est un jugement entre 40 familles et 200 enfants qui habitent dans un village depuis 20 ans, et de l'autre côté, on a 2 plaignants qui revendiquent la possession de 0,4% de ce village. Donc, la Cour suprême a tranché,
et a décidé de démanteler le village. Quand des Bédouins en Israël ont construit, c'est arrivé plusieurs fois, des habitations, des maisons, peu importe, sur des terrains qui étaient privés, la Cour suprême le jugement, c'était que le propriétaire de ces terrains reçoive une compensation financière, mais que les habitations restent. Donc on voit bien qu'on est dans le politique. Ces territoires sont considérés par la Cour suprême comme illégitimes. Les Juifs n'ont pas le droit ou moralement d'habiter là-bas. C'est l'opinion de la Cour suprême. Et donc elle fait des jugements en fonction de ça. Vous voyez? Pour finir, c'est assez amusant, je dirais, enfin c'est pas vraiment amusant, mais bon, de lire l'article de Piotr Smolar, qui est l'envoyé spécial du Monde en Israël. Et lui, dans son article, vous allez avoir un panaché, si vous voulez, des ingrédients habituels qu'il utilise pour parler d'Israël. Donc le premier, c'est d'énoncer des vérités qui vont dans son sens. La Cour suprême, le procureur général ont décidé le démantèlement d'Amona, d'accord, qui doit arriver, très bien. Le deuxième ingrédient, c'est d'injecter des opinions personnelles qui présentent comme des vérités. Donc, Amona, la colonie sauvage, vous lirez l'article si vous voulez, la colonie sauvage d'Amona construite illégalement, c'est un mensonge. Le mot sauvage, il est utilisé à dessein, c'est pour exprimer un message, c'est pour donner, je sais pas, l'illusion de gens qui sont un peu sauvages, qui sont venus dans la nuit avec des pioches et qui ont construit le village à la va-vite, illégalement, des cow-boys, je sais pas. Et le troisième ingrédient, c'est la coupe, c'est-à-dire que en tant que journaliste, Piotr Smolar, enfin un vrai journaliste, il aurait dû faire le travail que je fais. C'est un peu pour ça que je fais mes vidéos, c'est parce que les journalistes d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est des attachés de presse ou des militants. Il y a plus de journalistes comme à l'époque, il y en a très peu. La majorité se contente juste de vous faire part de leur propre opinion, ce qui n'est pas vraiment le métier. Et donc, Piotr Smolar, il coupe tout ce qui n'intéresse pas. Ce qui donne l'article qu'il a écrit dans Le Monde, je crois, le 18 décembre. Voilà. Donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo et je parlerai de la conférence de la paix organisée à Paris demain, le 15 janvier. Voilà, à bientôt mes amis, bye bye.